C'était en février 2022, quelques jours avant l'invasion de l'Ukraine. Nous sommes des journalistes russes et nous aimons voyager dans notre pays. Et cet hiver-là, nous étions dans une petite ville de 4000 habitants située à 1700 km à l'est de Moscou pour un documentaire. Elle porte un nom curieux, Fère-Champenoise. Le même nom qu'une ville française qui en 1814 a été le terrain d'une bataille entre les troupes de Napoléon et notamment 2500 Cosaques originaires de cette région de Russie. Grâce à eux, la bataille est gagnée. Aujourd'hui, cette victoire est encore bien présente dans les mémoires. Un musée en retrace même les grandes lignes. À l'intérieur, costumes traditionnels, outils d'autrefois, et même un Napoléon boîte à bijoux, anecdotique trophée arraché à l'histoire. Les habitants d'ici se sentent-ils descendants des soldats victorieux de la bataille de Fère-Champenoise? Ah oui, ils se sentent Nagaïbak, le nom de ces Cosaques. Ils sont fiers de ça? Bien sûr. Qu'est-ce que cela signifie pour eux d'être des Nagaïbak? Cela donne du sens à leur vie, d'imaginer que leurs ancêtres étaient des Cosaques et qui ont participé à des guerres pour défendre notre mère patrie. Pour la plupart des Russes, la force militaire est une fierté nationale. Et même si notre PIB ne dépasse pas celui de l'Espagne, nos dirigeants sont prêts à dépenser beaucoup pour l'armée. Armée que nous considérions jusqu'alors comme l'une des plus puissantes du monde. Même fierté à la salle des fêtes, où deux chanteuses tiennent à nous exprimer en chanson la Russie éternelle. Cette Russie, éloignée des grandes villes, nous la connaissions peu. Nous avions en effet rarement eu l'occasion de nous rendre aux confins de l'Oural. La vie là-bas est très différente de celle de Moscou. Plus pauvre, elle nous rappelle l'époque soviétique. Aussi, grâce à 3 voyages échelonnés sur 1 an, nous avons voulu tenter de mieux comprendre le soutien des provinces reculées à nos dirigeants. Cependant, lors de ce premier voyage de février, nous avons rencontré des habitants plus préoccupés par leurs conditions de vie que par la perspective d'un conflit. Comme Natacha, qui veut nous faire visiter sa maison. Ça sent pas bon. Bien sûr, c'est comme ça ici. Et l'été, c'est pire. Et en plus, il y a plein de moustiques. Oh mon Dieu! Et des mouches. Il y fait froid en permanence car l'eau stagne dans le sous-sol. Le chauffage fonctionne correctement, mais c'est comme s'il ne chauffait pas. C'est à cause de ces tuyaux fondus et rouillés? Oui, et le pire, c'est qu'ils ont été réparés il n'y a pas si longtemps. Mais ça n'a servi à rien. Ma maison est comme une étable. C'est bien pour des moutons. C'est comme une grange. J'ai envoyé aux services sociaux tous les documents qui montrent que ma maison est insalubre. Pour le moment, en vain. Ici, presque tous les immeubles sont délabrés, y compris les infrastructures publiques. À quelques centaines de mètres de la maison de Natacha, se trouve un bâtiment de la mairie. Une bonne partie des bureaux sont en piteux état, mais des salariés continuent de s'y rendre. Je me demande comment on peut laisser un bâtiment public en ruine comme ça. Pour quelle raison est-il devenu comme ça? C'est la faute à personne, juste à cause des privatisations. Personne ne se sent responsable de ce lieu. Et ça fait longtemps? Oh là là, longtemps. 30 ans? Je ne peux pas dire. Au moins 20 ans. Il s'est délabré après l'effondrement de l'Union soviétique. À l'abandon, certes, mais pas sans surveillance. Nous sommes invités vigoureusement à quitter les lieux. Les journalistes en Russie sont rarement les bienvenus. Qu'est-ce que vous faites ici? Sortez d'ici! Ne faites pas ça, allons-y. Ok, mais laissez-moi sortir alors. Allez, fous-moi le camp! Vous pourriez au moins vous présenter, qui êtes-vous? Ça ne vous regarde pas de savoir qui je suis.
Dehors! Nous ne saurons jamais ce qu'il ne voulait pas qu'on filme. De toute façon, tout est sensible ici, surtout les vraies conditions de vie de la population russe. Les familles manquent de tout. Elles sont pauvres, mais fières. Fières d'avoir vaincu les nazis du Troisième Reich, même au prix de 25 millions de morts. Fières aussi d'être capables de souffrir sans broncher, sans jamais se plaindre. Un mélange de fatalisme et de résignation mêlé d'ignorance. Boris est le maire de la ville depuis 24 ans. Son discours est à l'image de celui du pouvoir. La Russie n'a jamais attaqué personne. Nous sommes pacifiques. On ne veut pas d'un conflit. C'est en tout cas ce que dit la télé. C'est effrayant. Vous croyez qu'il va y avoir la guerre? Je ne le souhaite pas. En fait, encore en février, quelques jours avant l'invasion de l'Ukraine, personne ici ne croyait à la guerre. Pourquoi envahir notre voisin, notre frère? Aussi bizarre que cela puisse paraître, la possibilité d'une guerre semblait alors irréelle, inconcevable. Les Russes pensaient leur pays puissant et pacifique. Ils allaient le découvrir faible et agressif. Alexander est géologue. Il ne croyait pas non plus à une invasion de l'Ukraine. Il s'inquiétait davantage de la situation à l'intérieur de notre pays. Il va y avoir une guerre? Oui, c'est sûr. Ça pourrait bien commencer comme au Kazakhstan. Par des émeutes, car les gens ne sont vraiment pas contents. Pour le moment, ils subissent, mais ça ne durera pas toujours. Et avec le temps, vous croyez à la guerre? Pourquoi ils iraient se battre contre nous? On leur a déjà donné tout ce qu'on avait. Du pétrole, du gaz. Alors pourquoi faire la guerre? Non, pourquoi faire la guerre? On a déjà donné tout ce qu'on avait. À quelques jours du début de l'invasion de l'Ukraine, la guerre semblait donc à tous improbable. Même nous, on commençait à se dire que tout allait bien se passer. Le soleil d'hiver apportait alors insouciance et légèreté, à l'image d'Irina que nous avons rencontrée au hasard d'une ruelle. Vous les avez bricolés vous-même? Bien sûr, je ne vais pas dépenser 1500 roubles pour des bâtons, alors je me débrouille. C'est un bâton de ski? Oui, c'est ça. Et l'autre? C'est le manche d'un balai et je marche avec tous les jours. Êtes-vous satisfaite par ce que fait le gouvernement pour le village ou plus généralement pour le pays? Je ne sais pas. Ça a l'air d'être normal dans les journaux. Pour vous, ça va juste parce que les journaux le disent? Oui. Et de votre côté, vous aimeriez voir des choses changer? Les allées ont été aménagées. Ils ont posé de l'asphalte. Quoi d'autre? Je ne vois pas trop. Qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Tout. Tout va bien. Vous êtes heureuse? Comment voulez-vous que je ne sois pas heureuse à mon âge? Il me suffit de savoir que les enfants et les petits-enfants vont bien pour que je sois heureuse. Ça fait 40 ans que je suis ici. J'aime tout. Sauf peut-être un truc. Ce serait bien que ceux qui gouvernent la ville soient un peu plus jeunes. Qu'est-ce qui ne va pas avec eux? Ils sont trop vieux, trop installés. Ils ne font rien. Et nous n'avons pas d'argent. Les bruits de bottes qui montaient depuis Moscou étaient donc ici à peine perceptibles. Mais il est vrai que la politique, en particulier étrangère, n'intéresse pas les citoyens russes, jamais consultés sur le sujet. La population fait confiance à Poutine pour prendre les décisions en lien avec les intérêts du pays, dans l'indifférence de ses desseins nationalistes. Autant dire que le réveil fut brutal. Une fois l'invasion commencée, la Russie a totalement basculé en absurdie. La fièvre patriotique a vidé les têtes du peu de sens critique encore présent. Chants, danses, images guerrières et victoires faciles ont d'abord envoûté les esprits. Même les premières défaites, peu relayées par les médias, et l'annonce d'une mobilisation partielle n'ont pas fait retomber l'enthousiasme. C'est à ce moment précis, en septembre 2022, que nous avons pris des nouvelles de Fer Champenoise. En apparence, peu de choses avaient changé.
sauf peut-être ces panneaux, bien visibles, qui incitaient les jeunes hommes à rejoindre l'armée afin de défendre la patrie soi-disant menacée. Vous vous rappelez l'hiver dernier? On vous a filmé? Oui, et alors? Nous voulions vous rendre visite. Eh bien, je suis en vie, en bonne santé pour l'instant. Mon petit-fils a déjà été contacté 2 fois. Il dit, tant que je n'ai pas d'ordre de mobilisation, moi je ne peux pas y aller par moi-même. Tant mieux, car dans le village, on peut voir un paquet de cercueils qui défilent. Ah bon? Ils ramènent les cercueils au village? Oui, enfin quand je dis village, je dis dans la région. J'en entends parler. Oh mon Dieu, mon Dieu. C'est la 3e guerre mondiale. Oh mon Dieu. Je suis tellement inquiète. C'est effrayant de voir ce qui se passe à la télévision. Tous ces bombardements, ça me stresse de folie. Oh mon Dieu, pardonne-nous. Pardon de vous prendre un peu de votre temps. Ne soyez pas triste. Non, c'est bon, ça va. Je n'aime pas être mise en avant. Cependant, malgré l'inquiétude bien visible et contre toute évidence, Irina inverse la responsabilité de la guerre. Pour elle, aucun doute, les Ukrainiens sont responsables du conflit. Le gouvernement dit que cette guerre est contre le fascisme, comme c'était le cas autrefois. Oui, quand vous regardez la télé, vous voyez bien que ça ressemble. Là-bas, c'est le régime fasciste. Ils asservissent et tuent. Je ne sais pas quel monstre il faut être pour bombarder les civils comme ils le font. Ce Zelensky devrait être accroché à un arbre et fouetté. Ici, on n'a rien à partager. Et eux, ils voudraient diviser la Russie. C'est effrayant. Pourquoi veulent-ils nous diviser ainsi? Pourquoi on ne peut pas vivre en paix, comme des amis? Le discours d'Irina n'a rien d'isolé. La plupart des Russes ne considèrent pas que leur pays soit l'agresseur. D'ailleurs, le mot guerre est interdit. On ne peut parler que d'opération spéciale. Bien entendu, beaucoup sont victimes de la propagande, mais en Russie, l'information est disponible. Internet fonctionne. Des sites indépendants diffusent depuis l'étranger des informations neutres, sans la moindre censure. En fait, la plupart des Russes refusent de voir la réalité. Alexander le géologue est toujours là. Lui, au moins, a su conserver son sens critique. Entrez, entrez. J'ai pensé que c'était votre sœur. Non, non, venez. Ici, ce sont mes bottes de parade. Autrefois, je commandais un escadron de chars. On était très bien équipés, c'est pas comme aujourd'hui. Il y a une mobilisation, mais il n'y a pas d'uniforme. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Ça va mal finir. La mobilisation n'est pas finie. Il va y en avoir d'autres parce que tout le monde ment. Dit une chose et le lendemain son contraire. Aux infos, ils disent que comme nos grands-pères ont combat le fascisme, vous en pensez quoi? Tout est pareil. Il y a un écart entre les riches et les pauvres, chez eux et chez nous. Chez eux plus, chez nous moins. Ceux qui ont peu n'ont rien, pas même d'éducation. Tous les gens bien placés vivent dans les pays de l'OTAN. Ils y ont leur maison. Ils ne s'intéressent qu'à leur vie là-bas. Leurs enfants sont là-bas. Ce sont ces gens-là qu'il nous faut remplacer, si possible démocratiquement. Mais cela n'arrivera pas. Désormais, je pense plutôt que tout va exploser. Comme une révolution? Oui, c'est le chemin qu'on suit. Ça vous effraie? Moi, non. Mais pour vous, la jeune génération, oui, c'est très inquiétant. Je ne m'inquiète que pour les enfants. Ça risque d'être sanglant. Il n'y a pas de révolution sans effusion de sang. Et qu'est-ce que vous croyez qui se passe maintenant? Il n'y a pas de sang? On a pris Kherson et on l'a perdu. On nous annonce avoir une armée au top et finalement elle est faible. On recrute des soldats, mais on n'a aucun équipement à leur fournir, pas même un uniforme.
Ils demandent de l'argent aux gens, mais pas aux oligarques. Tout ça me met vraiment en colère. Tout ça dépasse vraiment les limites acceptables. Vous parlez de tout cela avec les gens? Ils partagent votre état d'esprit? Ils restent muets. Après 6 mois de guerre, l'insouciance qui dominait lors de notre premier voyage s'est donc dissipée. Dans les rues, la bonne humeur a disparu. Les gens se méfient, parlent peu de peur d'en dire trop. Bonjour, on peut vous demander qu'est-ce que vous venez chercher au marché? Rien, je me promène simplement. Et quand il parle, on retombe vite dans l'absurde. Vous devez savoir qu'il y a toutes sortes de laboratoires en Ukraine. Et forcément, les récentes infections viennent de là. Vous parlez du Covid? Bien sûr. D'où croyez-vous que ça vient? Tout le monde dit que ça vient de Chine. C'est ce qu'on dit. Mais la vérité est que l'Ukraine est couverte de toutes sortes de laboratoires, dont certains fabriquent l'anthrax. Tout ça aurait pu arriver chez nous. C'est effrayant. C'est vraiment effrayant. J'ai 32 ans. Je me suis engagé comme volontaire. Si on va se battre, peut-être que tout ça finira plus rapidement. Pourquoi avez-vous décidé de vous engager? C'est simple. Tout le monde va se battre. Et moi aussi. C'est juste comme ça, un jour, on pourra arrêter tout cela. Vous voyez mon petit frère? Va venir avec moi aussi. On doit défendre la Russie. Vous connaissez quelqu'un qui est déjà sur le front? Moi, oui. Oui. Beaucoup d'amis. Et qu'est-ce qu'ils disent? Petit frère, viens ici. Raconte-nous ce qu'ils te disent, les amis. Ils disent que c'est vraiment très dur. Des combats tout le temps. Ils ne peuvent jamais dormir car les tirs ne s'arrêtent jamais. Et qu'est-ce qu'en pensent vos familles? Elles pleurent. Elles ne veulent pas nous laisser partir. Et on doit le faire. La Russie attend après nous. Les réactions recueillies sur ce marché sont à l'image du pays. Un mélange de patriotisme, de nationalisme, d'envie d'en découdre contre un Occident considéré comme expansionniste, le tout accompagné d'une grande inquiétude face à un avenir jugé incertain. Dans les esprits, la guerre s'est installée. Février 2023. C'est de nouveau l'hiver à faire champenoise. L'invasion russe de l'Ukraine a commencé il y a 1 an. Triste anniversaire pour nous qui rêvions d'une Russie démocratique, tolérante et moderne. Pour la 3e fois, nous revenons dans cette région de l'Oural avec l'espoir secret que les ravages de la guerre ont fait évoluer les mentalités. À proximité de la petite ville, les aides en soutien à l'armée ne sont pas de bon augure. Selon les sondages, la population soutient massivement l'opération spéciale. Nous avions rencontré Natacha lors de notre premier voyage. À l'époque, elle vivait dans une maison vétuste, délabrée. Elle la comparait alors à une étable. Elle espérait obtenir une aide de l'État pour effectuer des réparations considérées il y a 1 an comme urgentes. Bonjour, on vient vous voir encore. Entrez donc. On voulait savoir si vous avez réussi à obtenir des aides pour votre maison. Non. Mais non. Refus partout. J'ai eu trop de nuits sans sommeil. J'en ai vraiment marre. À cause de la guerre, il n'y a plus d'aide pour les pauvres. Pourquoi? Certains sont aidés? Au contraire, regarde, moi je suis pauvre et c'est moi qui tricote des vêtements pour les militaires et qui envoie les paquets sur le front. S'il n'y avait pas d'opération spéciale, ce serait la fin pour nous.
Les forces étrangères seraient déjà là. Elles sont à nos frontières. Tout serait foutu. Les Américains et l'OTAN auraient déjà placé leurs missiles ici. Alors que c'est elle qui a attaqué l'Ukraine, la Russie est désormais perçue par nos compatriotes comme agressée. Selon les estimations internationales, entre 80 000 et 120 000 soldats russes seraient morts, bien plus qu'en Afghanistan ou qu'en Tchétchénie. Dans la région, les tombes fraîches de soldats tombés au front font leur apparition un peu partout. Lui s'appelait Alexei. Il avait 25 ans. Il habitait Paris, un village voisin de Fère-Champenoise, bien connu ici pour sa fantaisiste tour Eiffel. Nous trouvons la maison de sa famille. Sa mère, heureuse de se confier à quelqu'un, nous montre des photos de son fils. Il a été tué dans le Donbass, il y a plusieurs mois. Mais ses parents l'ont appris bien plus tard. Il est mort de faim. On les a abandonnés là-bas, blessés. Il est mort parce qu'il a perdu son sang. Au moins, il n'a pas été capturé. Au moins, on l'a trouvé. Finalement, il a fait ce qu'il voulait. Sa femme ne l'a pas empêché de partir. Elle n'est pas à blâmer car c'était un vrai patriote. Même si c'est vrai, la motivation d'un bon salaire a joué aussi. Qui va m'aider maintenant? Si j'avais besoin de quelque chose, il était toujours là. Et maintenant, je suis seule. Sans personne à qui demander de l'aide. Une voisine a elle aussi perdu son fils en Ukraine. Il était engagé volontaire. Il est parti au front dans les premiers. Ils ont roulé comme à la parade. On leur a dit de ne pas tirer sans ordre. Tous les tanks étaient en rang et ils se sont fait bombarder, massacrer. La colonne entière a été détruite. Ruslan avait 21 ans. Son corps a été rapatrié pour être enterré dans son village. J'ai bien aimé ces funérailles. Tout le monde était là. Le responsable du canton, les chefs militaires. C'était très bien organisé. Le cadavre était carbonisé. On a eu peur de regarder dans le cercueil. Ils nous ont conseillé de ne pas le faire, alors on ne l'a pas fait. Je me dis que ce n'était peut-être pas lui qui était dedans. Je me dis que c'est mieux de vivre avec l'espoir qu'il est en captivité quelque part. Je me dis que c'est mieux d'attendre son retour que de le savoir mort. On n'imaginait pas que la guerre serait comme ça. On se doutait bien que le Donbass était bombardé, mais on ne croyait pas à une vraie guerre. À l'époque, je me suis dit, s'il a signé son contrat d'engagement, pourquoi pas? Alors qu'elles ne remettent pas en cause l'invasion de l'Ukraine, ces familles risquent en nous parlant d'être accusées de discréditer l'armée. Mais elles continuent à soutenir le pouvoir. Et tant pis, si les morts et les souffrances s'accumulent.